France, 3 mois, jour pour jour après son élection, Emmanuel Macron est, vous le savez, en chute libre dans les sondages. Alors le chef de l'État a-t-il vraiment déçu ses électeurs? Sur le terrain, les militants de La République En Marche ont pour mission cet été de défendre déjà son bilan. Reportage à Nîmes, Véronique Gaglione, Sylvain Daubat. Sur la photo de vacances, un invité surprise. Bonjour mesdames et messieurs, désolé de vous déranger. C'est un cahier d'été pour les enfants. Merci bien. Pour faire des petits dessins, des petits coloriages. Oh, elle a envie, elle. Oh, ne lui privez pas. Pas de politique en vacances? Ah non. Deux militants de La République En Marche distribuent ce matin le cahier d'été du parti. Et ils ne désarment pas. Un cahier d'été avec dedans du coloriage, des quiz pour les parents. Je pense que les enfants vont être contents de faire du coloriage. Nous, on lira peut-être ça sur la plage tranquillement, je sais pas. On donnera notre avis au retour de vacances. C'est pas trop notre truc, la politique, voilà. Mais vous allez lire quand même? Je sais pas, on verra bien. C'est très décalé, ce sont des choses sérieuses. Oui, sans se prendre au sérieux. un œil, Donc, voilà. voilà. Le cahier, c'est plutôt un prétexte pour venir à la rencontre des gens. Accord de Paris, quelques chiffres. Voilà, pourquoi il faut agir. Donc vraiment, c'est très pédagogique et en même temps, ça se veut pas trop sérieux. L'idée est de renouer le dialogue, malgré un certain désamour. On attendait plus vite un résultat. Mais oui, c'est pas de sa faute, si vous voulez. C'est comme Sarkozy, quand il est arrivé, il avait un pourcentage énorme, d'où la plus grande déception encore des Français après. Au niveau de la politique, je crois plus trop en grand-chose. On a tellement été déçus. Et je pense particulièrement, moi, à tous les gens qui ont des petites entreprises, parce que je suis un artisan. Déjà pour vous, vous savez que le RSI va être supprimé, ce qui était quand même un gros problème pour les artisans. Ouais, je pense. Baisse des charges pérennes avec le CICE. Les échanges sont parfois sérieux, car même si les 500 000 cahiers doivent être distribués ce mois-ci sur les lieux touristiques et les plages, ça n'empêche pas de préparer la rentrée et de tenter de désamorcer la contestation sociale avec le sourire. Elle a envie, hein? Non? Si. Ah, tiens. Et toujours à propos du chef de l'État, la loi Macron fête ses 2 ans. La libéralisation des transports en autocar est souvent présentée comme l'une des plus belles réussites d'Emmanuel Macron lors de son passage au ministère de l'économie. On va en faire le bilan avec vous, Magali Boissin. Mais d'abord, coup de projecteur sur le point faible du dispositif, les gares routières, pour la plupart en très mauvais état. Julien Duponchel, Dominique Bonnet et notre bureau de La Rochelle. Chaque jour, près de 150 cars longue distance sillonnent les routes de France et passent tous par l'une des 200 gares routières. Sont-elles toutes adaptées à ce trafic en constante croissance? Pour ces voyageurs ici à Paris, la réponse est non. C'est froid. C'est froid et humide, donc je n'aime pas du tout. On manque d'informations ici. J'ai dû demander à quelqu'un dehors mon chemin. Il s'est trompé. J'ai dû marcher 4 km avant d'arriver. Parking à ciel ouvert sans possibilité de s'abriter. Le sol comme seul endroit pour patienter. Et pour éviter le manque d'informations, certaines compagnies ont mis en place un système D. Bordeaux, ouais, quai 39. Quai 39, ouais. Vous avancez, vous allez le voir, c'est le dernier bus vert normalement. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose à gérer, s'ils cherchent leur bus, c'est moi qui leur dis. Pour l'instant, on est en train de remplacer les panneaux d'affichage. Bordeaux, Arcachon, 773. Les infrastructures, Voilà, Bordeaux, le Arcachon. nouvel enjeu des sociétés de transport pour capter une nouvelle clientèle. Je suis un nouveau client par exemple. J'ai l'habitude de prendre le train ou le covoiturage. Je décide de tester le bus. Ce qui va m'amener à le reprendre ou pas, c'est mon expérience globale. Donc aujourd'hui, s'ils ont une mauvaise expérience, il pleut, ils n'ont pas de quoi s'abriter, ils ne vont pas forcément reprendre le car. Une modernisation à la traîne, car les compagnies ne sont pas propriétaires des gares routières. La plupart d'entre elles sont directement détenues par les communes, comme ici à La Rochelle, où 250 000 € viennent tout juste d'être investis pour rénover la gare routière de la ville. Un espace d'accueil qui se veut clair, lumineux et avec une vue sur l'extérieur, donc très ancré avec la ville et son dynamisme. Et puis un espace de détente, d'attente, dans lequel les gens ont les renseignements sur les plans, mais aussi les horaires avec des écrans dynamiques. Pour le moment, les compagnies de cars longue distance sont éparpillées aux 4 coins du centre-ville. Mais d'ici 2020, toutes seront centralisées ici. L'objectif pour la commune, attirer les touristes au cœur de la ville.
Si on le laisse dans une espèce de no man's land où il ne se retrouve pas, il ne connaît pas du tout comment se débrouiller, et puis après qui s'aperçoit que le centre-ville est à 2 minutes sans qu'on l'en ait informé, il renonce. Et donc c'est dommage, nous on a envie qu'ils viennent découvrir la ville. L'écart longue distance, un facteur de développement important pour les communes. Le nombre d'usagers devrait être multiplié par 3 d'ici 2030. Alors, succès, oui ou non? On va faire le bilan avec vous, Magali et Boissin. Est-ce que les Français ont pris le réflexe de prendre ces bus longue distance? Oui, vous l'avez vu dans le reportage, c'est devenu une nouvelle façon de voyager qui concurrence sérieusement le train ou la voiture sur les trajets de plus de 100 km. Alors, 6,2 millions de passagers en 2016, c'est vraiment un marché en pleine croissance, plus 25% depuis le début de l'année. Et ce n'est qu'un début, regardez, entre 15 et 25 millions de passagers sont attendus, selon les prévisions les plus optimistes, en 2030. Côté emploi, Magali, est-ce que les promesses ont été tenues? Eh bien, pas vraiment. On se souvient que pendant le vote de la loi Macron, le ministre de l'économie de l'époque espérait 22 000 créations d'emplois. Eh bien, on en est loin. Le secteur emploie aujourd'hui 2100 personnes, 10 fois moins. Un résultat plutôt mitigé donc, même si ce chiffre pourrait doubler dans les 15 ans. Justement, comment peut-on expliquer ce bilan en demi-teinte? Eh bien, c'est simple, même si les passagers sont là, c'est évident. Aucune compagnie, pour l'instant, ne gagne de l'argent. Le modèle économique du transport en autocar est déficitaire car les prix sont très bas, 4,30 € en moyenne les 100 km, des tarifs qui devraient donc augmenter logiquement dans les prochaines années. Il faut s'y attendre. Merci beaucoup Magali pour toutes ces précisions. Emmanuel Macron a donc reçu ce matin plusieurs syndicats agricoles. Il y a urgence dans certaines filières comme le lait et la viande bovine. Les agriculteurs dénoncent une nouvelle fois les marges de la grande distribution qu'ils jugent abusives. Jean-Baptiste Marteau avec Élodie Delevoye. C'est l'une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron, des états généraux de l'alimentation prévus à l'automne. Après la FNSEA reçue en juillet, les autres syndicats agricoles défilent ce matin à l'Elysée pour préparer ce rendez-vous. Une première prise de contact plutôt positive selon ce représentant. Emmanuel Macron s'y engage en tout cas. Il dit qu'il faut absolument trouver des solutions. Donc attendons le mois d'octobre. Au cœur des négociations à venir, une revendication principale, obtenir une meilleure répartition des marges avec les distributeurs. Le point essentiel, c'est d'inscrire dans la loi. Il faut qu'à l'issue de ces états généraux de l'alimentation, il y ait vraiment une loi qui impose à la grande transformation, à la grande distribution, de répartir ses marges en fonction des coûts de production des producteurs pour avoir un revenu aux paysans. Il faut dire que depuis 2010, le revenu moyen des paysans s'est effondré. Les céréaliers sont passés de 46 600 € par an en moyenne à 24 400 5 ans plus tard, près de la moitié. Du côté des producteurs de lait, la situation est bien pire. De 25 700 €, ils ne gagneraient plus que 17 700 € en moyenne. Plusieurs organisations en appellent à une clarification de l'étiquetage. Nous ne demandons pas que le consommateur paye plus cher, mais nous demanderons aussi à Emmanuel Macron une traçabilité intégrale dans l'étiquette, notamment pour les plats cuisinés, afin qu'on ne retrouve pas du cheval roumain dans des lasagnes de bœuf, et que l'on puisse aussi faire une traçabilité de la marge pour que le consommateur devienne un consommateur. Ces états généraux de l'alimentation s'ouvriront à la fin de l'été. Il pourrait s'étaler jusqu'au mois de novembre. Et un chiffre illustre cette crise agricole. Plus de 250 exploitations disparaissent chaque semaine en France. Voici le témoignage d'un producteur de lait en Alsace. Il a bien du mal à gagner sa vie. Laurent Desbonnets avec Emmanuel Deschler. 125 vaches à nourrir tous les jours pour un revenu quasi nul. Cet éleveur en Alsace vend son lait environ 30 centimes le litre. Très insuffisant selon lui pour faire vivre son exploitation qu'il possède depuis 5 ans. Aujourd'hui, concrètement, pour moi, ça représente 700 € par mois de remboursement d'emprunt. Avec la marge qui reste, à la fin du mois, c'est vrai que c'est très compliqué. Un prix du lait trop bas selon lui et des factures de plus en plus difficiles à régler. 1 987 € par exemple pour l'entretien du matériel ou plus de 2 000 € pour l'alimentation des animaux. Tout ça, mis l'un dans l'autre, c'est à la fin du mois la marge qui est de zéro, quoi. Des marges mieux réparties avec la grande distribution. C'est ce qu'il espère obtenir à l'issue des réunions organisées en ce moment à l'Elysée. On ne parle pas d'être millionnaire ou d'avoir des salaires de ministre. On veut simplement vivre de notre métier. À 31 ans,
il se dit encore déterminé à poursuivre dans ce métier, même si certains mois, il ne peut se verser aucun salaire. Et pour trouver des fonds, les agriculteurs ont parfois recours à des solutions étonnantes. Exemple, près de Nantes, un jeune couple d'éleveurs a pu relancer son exploitation grâce à une campagne de financement participatif.